en deux. Euh, en introduction, je souleverai les difficultés et les limites dans la collecte des informations, qui est un vieux problème. Je prendrai, dans une première partie, je parlerai de la dynamique des salaires, et dans un deuxième temps, je passerai un peu en revue la situation la situation du travail, avec les progrès qui vont progressivement se mettre en place grâce à des facteurs d'accélération. Dans l'introduction, je mets l'accent sur les problèmes de la collecte des informations. Tu peux passer, Béatrice. Voilà. Et là, je fais référence à ce qu'écrit Evelyn Bowman sur la disponibilité des données statistiques dans le monde du travail, et partant du cas du Sénégal, qu'elle considérait comme un pays privilégié par rapport à d'autres pays en Afrique occidentale française, dans l'ancienne Afrique occidentale française, où, comme elle dit, on pourrait espérer qu'au Sénégal, l'information sur le monde du travail et l'emploi, cela fasse partie de la panoplie des données à mettre à la disposition des décideurs, et que ceux-ci puissent élaborer des politiques publiques en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est le point de vue ou le présupposé du chercheur en sciences sociales, économiste, à propos du système d'information dans un pays comme le Sénégal. Mais le constat qu'elle fait, c'est que ce soit au Sénégal ou ailleurs, il y a toujours un manque de disponibilité de ces données sur le monde du travail. Et Béatrice, il faut progresser. Oui. Voilà. Voilà. Alors, donc, que ce soit au Sénégal ou que ce soit ailleurs dans la sous-région, comme elle dit, le travail et l'emploi font partie de ces domaines où l'information présente de nombreuses lacunes. Et ça, ça montre simplement que maintenant, parce que le livre remonte à 2016, il y a quand même que le problème est là, constaté. Or, si nous remontons dans les sources, on se rend compte que ce sont ces mêmes problèmes qui existent malgré la mise en place à partir de 45-46 de ce qui va constituer les premières formes d'inscription du travail au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui en même temps se propose de pouvoir collecter les données portant sur le travail. Mais ces données sont toujours relativement faibles et ne donnent pas toujours la mesure du travail dans le secteur. Alors, le premier point porte sur la mécanique des bas salaires. Pourquoi la mécanique des bas salaires? Il faut d'abord comprendre que dans le monde du travail, nous avons deux catégories qui se combinent pour la production des biens et des services. Il s'agit d'une part du travail et du capital, mais ce jeu est déterminé par un rapport de force, et ce rapport de force est très souvent dominé par le capital. Et pour agir sur ce rapport de force et travailler à sa modification, les travailleurs se constituent soit en amical,
dans les premières formes dans le cadre du monde colonial, ou alors de façon plus classique, en union ou syndicat, pour pouvoir peser d'abord sur le montant de la rémunération et plus tard pour améliorer les conditions générales de travail et de vie au-delà de la question de la rémunération. Et c'est cela qui fait que dans le cas de l'Afrique occidentale française, nous constatons qu'il y a une sorte de tension importante entre les salaires et le coût de la vie. Les salaires ou la rémunération, dont la valeur, ne s'apprécie et n'a de sens qu'au regard du coût de la main-d'œuvre. Et les conditions du coût de la vie, car c'est là le cadre qui permet la reproduction de la force de travail. Cela, c'est surtout la première base à partir de laquelle les premiers salaires ont été fixés, mais de façon plus générale, ce jeu, la valeur de la rémunération est largement dépendante du jeu de l'offre et de la demande. Et cela se comprend d'autant plus que il y a une sorte de hiérarchie au sein de la rémunération qui s'opère car la fonction remplie dépend de la qualification. Plus elle est estimée et valorisée, moins il y a de candidats. Ce qui veut dire que, d'un point de vue plus global, et dans le cas du système que nous allons voir, nous allons nous rendre compte que la majorité des travailleurs ont une qualification peu ou prou importante. Alors, cette qualification ou ce manque de qualification ou cette faible qualification, c'est la caractéristique de la masse des travailleurs. Elle constitue la force de travail et cette force de travail, c'est elle qui accepte les salaires, les bas salaires et dans le cas de ce qui va constituer la première moitié du XXe siècle, pour l'essentiel, elle a essentiellement pour fonction d'entretenir la vie et la force de travail, en s'en tenant strictement à ce niveau. Si nous regardons les statistiques, en Afrique occidentale française, 70% des salariés africains sont dans la grande catégorie qu'on appelle les manœuvres ordinaires. Ce sont eux dont la qualification est moindre, avec des niveaux de lecture et d'instruction en langue française relativement limités. La plupart ne dépassent pas le niveau du premier diplôme du diplôme de l'école élémentaire, en ce cas d'études primaires. Et c'est cette grande majorité qui est régie rémunérée par ce qu'on va appeler le salaire minimum obligatoire. Et c'est ce salaire qui va déterminer, qui va servir de plancher pour fixer le montant des salaires des travailleurs, que ce soit dans l'industrie, dans le commerce ou dans les services. Donc, c'est ce plancher qui va servir de base pour la détermination des salaires en général. Alors, oui, Béatrice. Oui, encore en dessous.
Non, 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 c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est celui-là. Et ces déterminations du salaire, nous revenez un peu avant. Là, OK. Alors, Oui, non, oui, c'est ça. voilà. 70%, d'accord. Voilà, non, c'est le prochain slide. C'est le, cette détermination du salaire est conditionnée par le jeu de l'offre et et de la demande. Comme j'avais dit préalablement, la question de la qualification devient un élément très, 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 très important dans le cadre de la hiérarchie qui se constitue et qui permet pour l'essentiel de pouvoir s'en tirer. Alors, on constate deux choses, deux facteurs importants lorsque l'autorité fixe le salaire minimum le salaire minimum obligatoire. Nous constatons qu'il y a deux facteurs qui vont jouer, mais avec un décalage du point de vue du temps. Ces deux éléments, c'est d'abord que c'est l'autorité administrative qui régule le jeu des salaires en fixant le plancher, appelé le taux de salaire minimum obligatoire. Mais ce taux de salaire va varier progressivement compte tenu du fait que dans la première moitié du XXe siècle, pour l'essentiel, c'était déterminé par les éléments en relation avec les conditions pour assurer la reproduction de la force de travail et les conditions de vie. Et c'est plus tard que de seconds éléments vont intervenir. Et c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale que les conventions collectives vont apparaître et ces conventions collectives vont pouvoir formaliser le niveau de qualification et le classement des différentes catégories de travailleurs. Et en conséquence, la rémunération va pouvoir dépendre de cela. Alors, comment est calculé, quels sont les éléments constitutifs du salaire minimum obligatoire? Comme je l'ai rappelé, c'est le salarié non qualifié ou faiblement qualifié. Avec, d'une part, une considération du milieu, de la différence entre le milieu urbain et le milieu rural, ce qui va faire en sorte que, on y reviendra plus tard, on va arriver à une sorte de zonisation des salaires, la détermination de certaines zones de salaire à partir desquelles on va considérer la valeur du salaire minimum obligatoire. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les éléments qui constituent le salaire minimum? C'est d'abord une ration alimentaire. Et cette ration alimentaire est calculée en fonction en fonction des besoins en calories par jour d'une personne qui fait des travaux de force, qu'on appelle des travaux lourds. Parce qu'il faut bien assurer les conditions de reproduction de la force de travail. Mais il faut bien aussi que ce travailleur, ce manœuvre, puisse loger. Donc, il y a une appréciation de la valeur destinée au logement, à l'habillement, à l'hygiène, à l'impôt. Et cette catégorisation est générale au niveau de tout l'Empire français, mais fait intéressant dans le cadre de l'AOF, on constate qu'il y a un chapitre portant sur les distractions, que ce soit l'achat, la portion pour acheter le tabac ou alors la possibilité de pouvoir se payer un billet, des tickets de cinéma de temps en temps. Donc, ce sont là les éléments constitutifs du salaire minimum.
Alors, quelle est l'échelle? Comme je l'ai dit, le salaire, les manœuvres constituant à peu près 70% des salariés, on comprend parfaitement que en 1950, nous avons à peu près 70 à 75% des salariés africains qui sont dans la catégorie de salaire minimum. Alors, comme la métropole, le salaire minimum participe de ce qu'on appelle l'écrasement de la hiérarchie des salaires, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même tout à fait un problème spécifique dans les territoires d'outre-mer du fait que le calcul de ce salaire minimum est réduit à des postes tels qui ont été énoncés tout à l'heure, mais ne prennent pas en compte les questions d'autres postes très, très importants, comme la santé, la retraite, bref, les conditions sociales de pouvoir permettre une vie au-delà du travail. Donc ça, c'est des éléments que nous retrouverons en métropole, mais qu'on ne retrouve pas dans les territoires d'outre-mer, tout au moins avant l'avènement des conventions collectives qui vont constituer un progrès important. Ensuite, nous partons de ce schéma général pour indiquer effectivement qu'il y a des disparités parfois très importantes avec l'existence des zones de salaire, variables d'un territoire à un autre. Nous avons dans le cas du Sénégal 4 zones de salaire. Au Togo, nous avions 3 zones de salaire centrées à la fois sur le secteur agricole et le secteur non agricole avec des différenciations selon la zone d'intervention. Au Cameroun, on en démontre 2, essentiellement avec une distinction entre le secteur agricole et le secteur non agricole. Et ce qu'il faut retenir de cet élément, c'est que il y a une sorte de dispersion géographique qui est introduite dans l'appréciation du montant du salaire, des revenus qui reviennent et qui rétribuent le travail en fonction de la zone géographique, on dirait aujourd'hui en fonction du coût de la vie dans les différentes parties du territoire. Alors, quelles sont les disparités que nous constatons également entre l'AOF et l'AEF du point de vue dans l'examen de ces salaires minimums? Alors, en moyenne, nous avons environ, en AOF, nous avons 125 francs, avec des disparités importantes entre Dakar et Abidjan ou Bamako, on y reviendra plus tard. Mais si nous comparons entre l'AOF et l'AEF, entre Dakar et Libreville, nous constatons un écart très important entre Dakar et Libreville. Tout comme également, il y a, selon les zones urbaines ou suburbaines, ou surtout rurales, il y a ce qu'on appelle des abattements, c'est-à-dire des réductions qui peuvent aller jusqu'à 77% du salaire de base. On peut voir également
la composition, on peut également constater que ces abattements entre l'AOF et l'AEF sont également assez disparates. Surtout, c'est plus pratiqué au niveau de l'AEF qu'en AOF, parce qu'en AOF, les disparités de ces abattements ne dépassent rarement 30%. Et je crois que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on retrouve en métropole. Et ces différences sont destinées d'une part à atténuer le flux, le flux vers des travailleurs ou des manœuvres vers les villes, hein, mais cela ne joue pas toujours, dans la mesure où il y a toujours des différences importantes entre le milieu rural et la ville, et explique que des travailleurs des campagnes affluent vers les villes et généralement trouvent dans la périphérie des villes, habitent dans les bidonvilles qui leur constituent un premier point de transit, un premier point d'insertion dans la ville. Donc, malgré les différences que nous avons entre ces abattements du niveau de la rémunération entre la ville et la campagne, il y a certes des décalages importants et des différences importantes entre l'AOF et l'AEF. Et ces différences se réduisent dans le cas de l'AOF si nous comparons le Sénégal avec la Côte d'Ivoire, mais néanmoins, ça constitue toujours des éléments d'écart. Et ces éléments d'écart constituent effectivement la source d'attraction des travailleurs des campagnes vers les villes, avec bien sûr la constitution des bidonvilles. Ensuite, nous allons passer en revue la composition des salaires minimums en les regardant de plus près. Nous voyons que le poste alimentaire constitue le poste le plus important, n'est-ce pas? Le plus important. Et ce poste alimentaire qui à peu près également correspond à peu près à la même période à ce qu'on constate en métropole, n'est-ce pas? Et dans le cas des territoires d'outre-mer, nous constatons effectivement qu'il y a une sorte de un montant réduit, un montant déterminé pour la ration alimentaire obligatoire. Et selon, mais cet élément va pouvoir varier d'un pays à un autre. Nous allons le voir dans le tableau qui suit. Si nous regardons ce tableau, je m'excuse pour la taille du tableau. Selon les territoires, j'ai répertorié d'une part le montant des salaires, hein, les salaires. À Dakar, au niveau de quelques principales villes en AOF, nous avons 165 francs à Dakar, contre 90 à Bamako. Nous avons Conakry avec 114 et 100 à Abidjan. Alors, donc, on voit déjà la disparité qu'il y a et la place, le décalage qu'il y a entre, d'une part, les territoires ayant une façade maritime et l'intérieur, avec le décalage qu'il y a entre Dakar et les trois capitales, Dakar, Conakry, Abidjan et Bamako. Et c'est sur la base de ce montant on détermine les éléments de besoin pour
les travailleurs, avec les différentes rubriques. Vous le voyez ici, la viande fraîche. Vous pouvez comparer les besoins tels que c'est estimé par les spécialistes de la question de la main-d'œuvre, les besoins en viande fraîche, les besoins en poisson frais, les besoins en riz, les besoins en huile, que ce soit l'huile d'arachide ou l'huile de palme, selon la zone géographique. Nous avons également des besoins en sucre, en œufs, en lait, en pain, en savon, hein, qui sont les différents éléments que nous retrouvons et nous devons ce tableau, nous avons emprunté ce tableau dans le livre dans la présence africaine consacré au travail. Donc, ce tableau, je ne vais pas trop insister là-dessus, ça c'est simplement pour vous donner un élément d'illustration de la variété des situations entre les pays et qui constitue une source importante pour pouvoir faire des études de comparaison, mais également des études approfondies et de connaissances d'un pays, dans un pays ou un autre. Je dois rappeler que ce tableau prend en compte les données qui remontent à 1951, au point de vue de la date. Nous pouvons passer sur la base de cet élément, nous pouvons passer à apprécier comment cette situation va évoluer. Elle va évoluer en fonction de la promulgation du Code du travail outre-mer, n'est-ce pas? Et cela, c'est que d'une part, il va y avoir la question du salaire, hein, et la question de l'allocation familiale, et prendre en compte progressivement la question des accidents du travail et des assurances privées, n'est-ce pas? La question des allocations familiales est déjà posée et va être résolue au lendemain de la de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est donc entre le tableau précédent et la situation, les éléments de changement vont intervenir et se modifier avec la Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous pouvons comparer également les salaires, les salaires entre une autre catégorie, les manœuvres et les évolués. Les évolués sont ceux qui ont été à l'école et qui, dans la politique de l'assimilation, sont progressivement intégrés et vont servir d'auxiliaire à la. Donc, ce sont les évolués que nous retrouvons dans les entreprises privées, ce sont les évolués que nous retrouvons également dans l'administration. Et nous allons voir qu'il y a tout naturellement une différence de traitement entre les manœuvres, la grande majorité, qui est constituée par les manœuvres, et les évolués. Et cette différence est variable et peut permettre et peut arriver à être dans l'écart de
sur une échelle très importante, hein, comme on le voit dans la catégorie hors catégorie à Dakar, hein, où le salaire peut être 40 fois plus élevé que le manœuvre. Alors que quand on voit également, on peut retrouver la même chose, le même écart dans le cadre d'un autre, entre le nord du Cameroun et Douala ou Yaoundé. On va retrouver également les mêmes éléments de décalage entre les autochtones et les Européens. Hein. Et ces éléments de différence varient du fait que, d'une part, il y a encore le contexte colonial, malgré la loi sur l'Union française et l'extension de la citoyenneté à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer, la question de la race continue à être un facteur de discrimination. Et on se rappelle que c'est sur la base de ces éléments de discrimination que les cheminots s'étaient mobilisés pour pouvoir abolir les différences fondées sur la race et poser le principe de travail égal, salaire égal, et qu'un cheminot égale un cheminot, qu'il soit blanc ou européen. Au-delà de quelques éléments d'indemnité pour pouvoir justifier le décalage, il y avait des éléments importants à prendre en considération pour faire valoir le principe de travail égal, salaire égal. Alors, mais il y a cet élément de décalage et de différence persiste entre le travailleur, les Africains et les Européens. Alors, une instance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et comme un élément d'héritage, un élément d'influence du Front populaire, c'est la mise en place des commissions consultatives pour pouvoir créer les conditions de consultation, comme on le dit, avant la détermination des arrêtés. Parce qu'il faut dire que la fixation du salaire minimum par l'autorité administrative reposait sur un pouvoir discrétionnaire. C'est l'administrateur qui consultait les membres de son cabinet. Dans certains cas, les chambres de commerce sont saisies de façon informelle et c'est plus tard qu'on va mettre en place des commissions consultatives. Et ces commissions consultatives vont regrouper à la fois les employeurs, mais aussi des représentants du monde du travail. Et c'est cela qui va également être un cadre très important pour les représentants des travailleurs pour pouvoir peser sur la fixation des montants des salaires, des montants de salaire minimum, mais également de tout ce qui participe de l'application du régime de travail. Et ces commissions administratives vont être un premier cadre dans lequel nous allons constater la tension, les difficultés dans le cadre des discussions pour fixer les salaires, pour fixer également les conditions de travail, et en même temps, les premiers éléments pour les travailleurs d'exprimer leur intention de pouvoir
partir en grève ou non sur la base des discussions et des négociations organisées par l'administration. Alors, c'est cela qui va être la base, qui fait la base au niveau desquelles les travailleurs vont exprimer leur demande de relèvement des salaires, hein, de relèvement des salaires, et surtout que ce relèvement des salaires soit calculé en fonction de l'augmentation du coût de la vie, hein, compte tenu des décalages qu'il y a entre les périodes de fixation des salaires des travailleurs. Donc, l'examen de cela offre les possibilités de pouvoir constater les variations dans le coût, dans le coût de la vie, et par voie de conséquence, le rapport dans lequel on doit pouvoir examiner les nouvelles augmentations de travail, mais en même temps, la durée du travail, mais également l'augmentation du coût de la vie. Les syndicats vont avoir quelques gains, hein, et ces gains rentrent dans à la fois la réglementation pour la majoration de la rémunération, hein, mais également la prise en compte du repos hebdomadaire, des jours de fête et les bénéfices tirés par les syndicats suite à l'adoption du Code du travail de 1952 qui permet d'arriver effectivement de constater d'introduire des réglementations supplémentaires pour rémunérer la rémunération des travailleurs selon les différentes catégories. Alors, dans l'ensemble, si nous regardons le monde du travail, force est de constater que les salariés constituent une minorité. Nous avons à peu près 5%, 5% de la population active qui sont dans le dispositif de la production des biens et des services. La majorité étant, ne l'oublions pas, dans les activités primaires, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche ou l'élevage. Nous avons une société coloniale de production de services avec un embryon d'industrie, particulièrement en AOIF, avec Dakar, le Sénégal qui est privilégié par rapport aux autres territoires et progressivement l'industrialisation va se développer dans les autres pays et qui explique le nombre de travailleurs salariés que nous avons en AOF. Si nous comparons l'AOF avec l'AF, on voit à peu près que c'est déjà c'est presque le double le nombre de travailleurs que nous avons en AOF, 328 000 contre 162. On voit la part faible du Togo qui pourrait être le répondant de ce qu'on peut trouver en Mauritanie à la même période. Mais ce qui est surtout important, c'est de constater que, bien que minorité, c'est la force de travail qui répond, qui est en relation avec les secteurs modernes de production,
Et c'est un secteur organisé, à la différence du monde rural plutôt régi par les coopératives, où il y a le moins le contrôle est beaucoup plus important par rapport au milieu urbain avec les salariés qui sont effectivement dans un dispositif dit de modernité et de mobilisation des facteurs qui sont susceptibles de pouvoir créer les conditions de remise en cause de l'ordre colonial et de remise en cause de l'ordre, et par voie de conséquence, que peut également être joué un rôle de facteur de perturbation du dispositif. Mais cette faiblesse numérique doit être relativisée dans la mesure où, entre la fin de la Première Guerre mondiale et les indépendances, il y a une augmentation des effectifs, d'une part, et d'autre part, ces syndicats, les travailleurs organisés de plus en plus en syndicats, vont jouer un rôle sur un double plan, sur le plan de la revendication pour l'amélioration des conditions de travail et de vie, mais vont également jouer un rôle très important dans le processus politique, dans le processus qui va conduire à la décolonisation. Donc, il y a un rapport inversé entre la faiblesse numérique des salariés et le rôle que ces salariés, organisés ou non en syndicats ou sous des formes variées, et le rôle que ces syndicats jouent dans la vie dans la vie des territoires et dans la vie politique des territoires en marche vers les indépendances. Donc, tout l'intérêt du monde du travail s'explique tant non pas par le poids numérique, mais plutôt par le rôle que le monde du travail va jouer dans la marche de la société. Avec l'avènement d'abord du Front populaire et progressivement avec les progrès qu'on va constater après la Seconde Guerre mondiale, nous avons l'adoption des premières conventions collectives. Des premières conventions collectives qui permettent de codifier la question de la qualification, la question de la qualification, et de hiérarchiser les employés en les répartissant dans les catégories. Et la Convention du 17 mai 1946 constate 7 catégories, et ces différentes catégories correspondent à des niveaux de rémunération que nous allons voir plus tard. En gros, je les répète ici, répertorie, la première catégorie, il faut dire que les manœuvres ne sont pas dans ces conventions collectives. Nous avons ici, la première catégorie, ce sont les employés de bureau qui font les petites tâches, les petites activités. La deuxième catégorie, c'est dans cette catégorie qu'on trouve les téléphonistes, ceux qui emploient des travaux courants, le feuille de pointage, donc ce qui suppose un certain niveau une capacité à pouvoir lire ou écrire, même si on n'a pas le diplôme du CEP, ce n'est pas très important. Ensuite, nous avons la troisième catégorie. Ce sont eux qui préparent les préposés à la fabrication, à la préparation des documents. Ce sont les gérants des opérations secondaires. Ce sont les dactylographes avancés. La quatrième catégorie, ce sont aussi les gérants responsables d'opérations principales. Ce sont les aides comptables, les magasiniers qualifiés, les contremaîtres. Nous avons la cinquième catégorie avec
les comptables de niveau plus avancé que ceux qu'on retrouve dans la 4e catégorie, les transitaires, les caissiers. La 6e catégorie, c'est là où on a vraiment les agents les plus qualifiés qui ont des niveaux secondaires, avec des connaissances professionnelles considérées comme assez suffisantes, ou alors, enfin, la 7e catégorie, les hors catégories, ce sont généralement les comptables de qualification élevée qui sont effectivement qui sont pour l'essentiel ceux qui ont la confiance du management, et ce sont eux que l'on retrouve dans les postes de responsabilité qu'on dirait aujourd'hui le management. Et c'est en fonction de cette catégorie qu'il y a une échelle de salaire, hein, et nous avons cette échelle de salaire mensuelle que l'on retrouve qui montre un peu comment les salaires ont évolué entre 46, 50 et 51. Entre la première catégorie, on voit que à peu près ça a été multiplié par 3 pour la première catégorie. C'est à peu près dans le même ordre, un peu moins pour la seconde catégorie. Et on peut voir l'échelle, la grande différence qui existe entre la première catégorie, par exemple, et la hors catégorie, entre 1600 et 8500, on voit qu'à peu près, il y a une différence de 7 fois plus qu'on gagne en fonction du niveau, le niveau de catégorie où l'on est classé. Ça vous donne une idée de l'échelle de l'écart qu'il y a entre les salaires en même temps, et cette échelle, cette différence dans l'échelle des salaires, effectivement, montre comment la hiérarchie, comment la hiérarchie se constitue. Et on peut également voir comment cela a augmenté en rythme beaucoup plus rapide pour ceux qui sont dans la haute hiérarchie. Hein. Si on voit par exemple la catégorie hors catégorie entre 46 et 50, on voit très bien que le salaire a été doublé, hein, même s'il y a un tachement entre 50 et 51, l'écart étant simplement d'une année, mais cet écart d'une année peut s'apprécier en fonction en comparant la situation avec les autres niveaux. C'est dit donc que la mécanique des bas salaires reste l'élément structurant, et la codification de la hiérarchie crée les conditions d'inégalité de traitement en fonction du niveau de qualification, en fonction de la position que l'on occupe dans le cadre du système. Et pour conclure, je voudrais rappeler quelques éléments de ce qu'on appelle un peu les facteurs d'accélération du progrès social. Ces éléments d'accélération du progrès social s'expliquent essentiellement par les conditions dans lesquelles un certain nombre de rapports de force, un rapport de force nouveau a été créé ou imposé par les travailleurs. C'est le cas au lendemain de la Première Guerre mondiale. La première grève que nous avons, c'est la grève des chemins de fer Dakar-Saint-Louis, où les revendications portent sur l'augmentation des salaires en fonction du coût de la vie qui a été largement aggravé par le contexte de la guerre. Et nous constatons que, particulièrement en Afrique occidentale française, les travailleurs liés à la logistique du transport, particulièrement le chemin de fer,
c'est la catégorie qui a été la plus dynamique dans la mobilisation avec les grèves qu'on connaît, les grèves de 1919, les grèves de 1925. Et dans le prolongement de l'avènement du Front populaire, la grève de 38, où ce sont les manœuvres des journaliers qui constituaient 70% des travailleurs du chemin de fer, qui n'avaient aucune possibilité d'être syndiqués, qui s'étaient mobilisés pour pouvoir mettre sur pied une organisation syndicale à côté de l'amicale des cadres qui était animée à l'époque par les cadres assimilés et qui, selon les travailleurs indigènes, les grandes manœuvres, ne prenaient pas en compte les besoins des manœuvres confinés au travail journalier. Et c'est cette grève qui va aboutir à la fameuse tuerie de Jess de 1938 et qui va jeter les bases de la réorganisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour donner naissance à un cadre unifié des cheminots qui vont, et c'est ce cadre des cheminots qui va être à la base de la célèbre grève de 1947-1948. Mais cette grève de 47-48 avait déjà été précédée par la grève de 46, qui, dans le cas du Sénégal, avait été une grève générale qui avait impliqué non seulement le secteur de l'administration, l'éducation, l'industrie, le commerce, et qui avait pour essentiellement la grande motivation, c'est l'indexation des salaires avec le coût de la vie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et la revendication pour l'amélioration des statuts compte tenu de la réforme introduite par l'Union française de 1946 qui a fait une extension sur de la citoyenneté à l'ensemble des ressortissants des territoires d'outre-mer. Mais avant cela, nous devons constater aussi les acquis de la conférence de Brazzaville avec la commission sociale qui avait fait des recommandations pour la suppression du travail forcé et en même temps la reconnaissance, l'extension des droits des syndicats. Et ce sont ces éléments de progrès qui vont largement contribuer à créer un nouvel environnement politique avec l'arrivée des parlementaires en 1946, des parlementaires africains qui, dans leur synergie avec les syndicats, vont porter la question du Code du travail qui, après plusieurs mouvements de mobilisation, de grève, de tension et plusieurs également négociations entre l'administration, les travailleurs et les parlementaires, aboutit au vote du Code du travail de 1952 qui manifestement va constituer un progrès social très, 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 très important. Je vous remercie pour votre aimable attention et je suis tout à fait ouvert aux échanges et à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup, Babacar. Je ne sais pas si j'arrête le partage ou si vous voulez revenir peut-être dans les questions sur le. Je vais peut-être conserver le document là. S'il y en a qui veulent poser des questions sur les tableaux, vous conservez un petit moment, mais enfin pas. Je vais le laisser. Oui, je vais le laisser pour le moment. Donc voilà, y a-t-il des. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment. Et puis peut-être pour comme on est tous à distance, et puis on salue ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Ce qui serait super, c'est que vous indiquiez soit dans le chat, soit en levant la main, peut-être que tout le monde puisse poser ses questions et que vous vous présentiez en début de question pour qu'on sache qui nous sommes les uns et les autres.
Moi, je peux peut-être commencer si vous voulez pour nous échauffer doucement. Oui, vas-y. Moi, j'aurais aussi plein de questions, mais bon, vas-y. Mais en tout cas, un grand merci pour cette présentation, Babacar. Moi, je travaille sur la question du salariat en Algérie et du coup, j'ai été à la fois très inspirée et frappée par la proximité entre ce qu'on trouve dans les sources que enfin, dans ce que vous avez proposé aujourd'hui et ce qu'on trouve dans les sources sur le Maghreb pour la première moitié du XXe siècle aussi et, euh, et notamment le type de documentation, avec des chronologies qui sont sans doute différentes, mais on retrouve des points communs comme cette accélération que vous avez décrite sur le moment postérieur à la Seconde Guerre mondiale. Et aussi des structures administratives. En Algérie, il y a des commissions consultatives du travail. Alors, elles sont beaucoup plus précoces. On les voit dès les années 1904. Donc, évidemment, c'est pas du tout. Mais voilà, je trouve que ça. Je vais juste souligner ça parce que on a des historiographies entre le nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne qui sont souvent très cloisonnées. Et en fait, en vous écoutant, je me rends compte il y a beaucoup, enfin, qu'il y aurait beaucoup de pistes pour réfléchir à une circulation des expertises et des pratiques à une échelle plus grande dans l'Empire. Euh, voilà, mais si je comprends bien, dans votre propos, il y a quand même pas du tout de salaire minimum en Afrique de l'Ouest sous domination française avant la Seconde Guerre mondiale. Les commissions, voilà, c'est un premier élément juste de clarification. Et puis peut-être pour s'échauffer doucement, je voulais vous demander si vous pouviez nous expliquer plus précisément les types de sources que vous avez mobilisées et notamment où est-ce qu'elles se trouvent, puisque vous êtes parfait connaisseur à la fois de la documentation qui se trouve à Aix-en-Provence, aux Anomes, et puis aussi ce que vous avez pu trouver à Dakar, mais pas seulement à Dakar, aussi peut-être dans des centres d'archives plus locaux dont je soupçonne peut-être même pas l'existence, mais voilà, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on trouve où. Par exemple, est-ce qu'il y a des archives des commissions consultatives du travail dont vous avez parlé et où est-ce qu'elles se trouvent? Je pensais aussi à est-ce qu'il y a des archives des inspecteurs du travail, puisque ce serait de l'inspection du travail à la période que vous avez décrite, et notamment des procès-verbaux, parce que ce serait une piste pour réfléchir et où est-ce qu'elle se trouve. Ça serait une piste pour réfléchir à l'application de cette législation sociale ou de ces législations sociales et éventuellement à leur inapplication. Et puis, je pensais aussi à toute une famille d'archives ou de sources qui seraient peut-être non administratives, et notamment où est-ce qu'on trouve les archives syndicales, et notamment en lien avec la question de où sont les sources, c'est aussi à quelle famille de questions elles nous permettent de répondre. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a les travailleurs qui, à un moment, se mettent eux aussi à compter, à, à évaluer leur niveau de vie pour revendiquer un niveau de salaire supplémentaire ou plus important. Et donc, est-ce qu'on a des productions comme ça chiffrées qui servent qui proviennent des travailleurs et qui serviraient à faire aboutir leurs revendications? Donc, je suis désolée, c'est un peu foisonnant. Vous répondez à ce que vous pouvez, bien sûr, et à ce que vous souhaitez. C'était pour lancer la discussion plus largement, bien entendu, ensuite. Merci. Oui, oui, vous avez raison. La question des sources est très importante. Mais avant cela, je crois que, nous devons, en histoire sociale, effectivement, garder une sorte de continuum entre au sein de l'Empire français, dans la mesure où déjà, depuis la période de la colonisation, il y a eu, disons, les exemples en Algérie ont largement influencé la politique française. Et ça, c'est depuis déjà la conquête coloniale avec Faidherbe. Faidherbe met en place les tribunaux musulmans sur la base des exemples qu'il a vus en Algérie, n'est-ce pas? Et au début du système colonial, nous n'avons pas encore, le monde du travail était encore embryonnaire, et c'est cela qui explique que la mise en place des commissions consultatives va être beaucoup plus tardive en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale, qu'en Algérie, n'est-ce pas? L'Algérie apparaît un peu comme le laboratoire du système colonial. Et c'est très important. Et nous devrons, je pense, que dans les études, voir
quel parallèle ou quelle comparaison qu'il y a entre l'Algérie dans le cas avec les territoires africains, mais également aussi avec l'Indochine, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans le cadre d'une continuité de l'Empire et il faudrait que nous puissions décloisonner la recherche et créer les éléments de dialogue et de comparaison pour voir les différents éléments d'influence d'une manière ou d'une autre. Je crois que ça, c'est très important. Je pense que c'est le cas d'Algérie et un cas typique où nous avons plusieurs éléments d'influence de la politique coloniale. Oui, à partir du Front populaire, nous avons les rapports des inspections des colonies qui sont les premières sources, les sources les plus importantes par rapport à l'étude de la question du travail. C'est grâce au rapport avec des inspections qui étaient à l'époque dépêchées et qui avaient la latitude de pouvoir sortir des créneaux traditionnels, classiques de l'administration pour pouvoir faire des tournées, interroger des acteurs très variés pour pouvoir ensuite consigner avec le maximum, un peu plus d'autonomie, on dirait d'indépendance, que ce qu'on a habituellement dans le cadre des rapports habituels. Ça, c'est une première source importante. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, l'inspection du travail se structure. Et nous avons, à différents niveaux, des rapports périodiques, trimestriels, annuels. Et ces rapports font l'objet d'une synthèse. Nous avons, par exemple, à partir de 1945, nous avons, au niveau de l'AOF, nous avons le rapport sur l'inspection du travail. Et j'ai ici quelques prototypes de rapports. De rapports à la fois sur le Sénégal. Tu vois, ici, par exemple, j'ai un rapport sur le travail et la main-d'œuvre pour l'année 1945. J'ai le rapport de l'AOF de 1948, hein, qui permettent de passer en revue l'ensemble de la situation, compare les salaires européens. Il y a un ensemble d'informations sur la question du monde du travail et ces rapports existent jusqu'à la fin de l'AOF, jusqu'en 1957-58. Donc, cela constitue une source très importante. Ces rapports sont disponibles au niveau des Archives nationales du Sénégal. Elles existent également au niveau d'Aix-en-Provence, où nous avons effectivement qui est le dépôt, le dépôt important de la plupart des archives que nous avons à Dakar. Les copies existent au niveau d'Aix-en-Provence, n'est-ce pas? Donc, cela existe. Et les syndicats constituent progressivement de petites unités de travail pour pouvoir apprécier en fonction des publications du Bureau économique de la colonie, des services économiques de la colonie qui publient sur l'évolution du coût de la vie. Et c'est sur la base de cela que les revendications s'articulent, se développent pour pouvoir apprécier, pour pouvoir formuler, articuler leurs demandes en termes d'augmentation de salaire ou d'indexation du coût de la vie par rapport au niveau des salaires. Donc, les syndicats, les sources des syndicats sont plus variables dans la mesure où la plupart, par exemple, des syndicats de l'UJTAN, ces syndicats ont disparu, donc les sources sont parties avec les dirigeants. Les nouvelles centrales, les centrales actuelles, qui sont des centrales héritières, n'ont pas toujours une culture de l'organisation des archives. Et c'est ça qui est une limite importante pour le monde du travail. Mais il y a quand même des sources, et c'est au-delà, malgré les limites de ces sources,
nous sommes appelés à faire notre travail d'historien, de reconstituer les éléments de la situation. Voilà quelques éléments. Merci beaucoup, merci. C'est passionnant. J'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais je fais tourner les questions et je vois que sur la discussion, il y a Mohamed Diakité qui voulait proposer de poser une question. Je vous donne la parole, bien sûr. Merci beaucoup, professeur, pour cette excellente présentation. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, quelques précisions concernant le cas de la Côte d'Ivoire. Combien y avait-il de zones de salaire? Est-ce qu'il y en avait deux, c'est-à-dire zones agricoles et zones non agricoles, ou est-ce qu'il y en avait plus par rapport aux différentes régions du pays? Ça, c'était mon premier point. Et concernant les salaires dans le secteur agricole, est-ce qu'il y avait aussi des disparités concernant la culture? Est-ce qu'il y avait, par exemple, ceux qui produisaient le palmier à huile ou ceux qui produisaient le cacao? Est-ce qu'il y avait des disparités? Parce que pour me présenter un peu, je suis Mohamed Diakité et je suis doctorant à l'Université Paris-Dauphine sur les liens entre la comptabilité et la déforestation dans le cadre de la culture du cacao en Côte d'Ivoire de 1900 à 1960. Et donc, pour l'instant, je travaille sur le domaine environnemental, mais avec mes directeurs de thèse, on avait aussi évoqué la possibilité de travailler sur les aspects sociaux aussi. Comment est-ce que le travail contraint était comptabilisé ou pas, comment est-ce qu'il était quantifié dans le cadre des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez des précisions concernant les zones de salaire et les, et les rémunérations dans la production de cacao, je suis preneur. Aussi, certains avaient interprété, par exemple, la fin du travail forcé en 1946, qui était porté par Houphouët-Boigny, qui était lui-même syndicaliste agricole africain, comme une tentative de mettre fin à la concurrence déloyale qu'il y avait entre les planteurs européens qui pouvaient avoir des manœuvres à des salaires plus faibles que les planteurs africains qui, eux, étaient plus ou moins obligés d'avoir recours à des membres de leur famille ou à des gens qui venaient du nord de la Côte d'Ivoire, mais qu'ils étaient obligés de rémunérer plus facilement, enfin plus de rémunérer de façon plus importante plutôt, parce qu'ils ne bénéficiaient pas de la complicité de l'administration coloniale qui aidait les planteurs européens dans le cadre du travail forcé jusqu'en 1946. Merci. Merci, Diakité. Oui, je vous remercie. Vous avez posé des questions très importantes. En Côte d'Ivoire, nous constatons deux zones, hein, la zone agricole et la zone non agricole. Il y a un intéressant article de Bernard Dadier dans la revue, le numéro spécial sur le travail publié par la Présence africaine de 1952 sur il intitule travail en Côte d'Ivoire. Je pense que vous verrez, c'est un article très, très, très intéressant et qui vous donne un aperçu de la situation des conditions de travail. Vous avez évoqué, dans le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que vous aurez effectivement à voir la période, dans le cas du cacao, de l'économie de cacao, vous allez voir la période qui était dominée par le travail, la période du travail forcé. Et vous avez raison, et effectivement, cette période était dominée par le fait que tous les privilèges revenaient aux planteurs blancs qui étaient regroupés au sein de la chambre de commerce d'Abidjan et qui constituaient également ce qu'on dirait aujourd'hui un lobby très, très, très important qui déterminait, et c'est ce lobby qui a largement déterminé la politique coloniale avec tous les avantages qui leur étaient accordés, non seulement en termes de priorité dans le cadre de la mobilisation de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre était en particulier principalement dirigée vers les plantations des Blancs. Cette main-d'œuvre, elle est à la fois locale, mais elle provenait aussi de
de la haute volta, spécialisée en fourniture de main-d'œuvre. Mais le scandale, c'était que les travailleurs étaient, même les travailleurs et même les planteurs indigènes ne pouvaient bénéficier de main-d'œuvre qu'une fois que les besoins des planteurs blancs étaient déjà satisfaits. Et en plus, il y avait une discrimination au niveau du prix du cacao, les prix qui sont amenés sur le marché par les planteurs blancs au détriment des planteurs noirs. Et c'est tout cela qui va être à la base de la réforme introduite par le gouverneur André Latry. Et disons, la génération actuelle ne comprennent pas pourquoi la plus grande avenue d'Abidjan, de l'Hôtel Ivoire jusqu'à Angrais même. Ouais, jusqu'à Angrais qui traverse toute la ville, porte le nom d'André Latry, parce que précisément, effectivement, c'est André Latry qui a mis un dispositif pour mettre un terme à cette situation en favorisant la création du syndicat du syndicat agricole avec Houphouët-Boigny. Et c'est ce même André Latry qui, à la conférence de Brazzaville, va être le rapporteur de la commission sociale. Et je crois que c'est intéressant de voir les archives de la conférence de Brazzaville parce que vous trouverez le rapport sur la commission sociale présenté par André Latry. Et c'est grâce également, effectivement, à André Latry que Houphouët-Boigny va être très encouragé et soutenu pour pouvoir porter la loi portant suppression du travail forcé en 1946 au niveau du Parlement. Et comme vous le savez, 2 ans après, André Latry va être évincé de la Côte d'Ivoire, va être remplacé de la Côte d'Ivoire et bon, il va bien sûr présenter, il va prendre sa retraite anticipée. Hein. C'est dire aussi que André Latry, c'est un exemple très intéressant d'administrateur en phase avec les principes humanitaires et progressistes de l'époque, qui a joué, qui a fait avancer le progrès social dans la colonie et qui montre le rôle très important que les Européens, les administrateurs coloniaux peuvent jouer ou ont joué dans le fonctionnement du système. Donc, je pense que c'est intéressant dans la mesure où il n'y a pas un manichéisme entre dans la fonction que les administrateurs ont joué. Avant lui, il a pris l'héritage de François de Copé, hein, qui également, effectivement, a fait 2 ans et demi en AOF, et c'est lui aussi qui a impulsé les premières réformes sociales, l'éducation des filles, l'encouragement à l'éducation des filles, l'ouverture de l'école normale des jeunes filles de Rufisque, la reconnaissance des syndicats, la réforme des prestations, la réforme du travail forcé, etc., et qui constitue donc une génération d'administrateurs coloniaux qui ont largement été mus dans leur mandature par le principe de traduire les principes universels portés par la civilisation occidentale dans les colonies et qui estimaient qu'on devait étendre au niveau des colonies les législations métropolitaines. Donc, je pense que c'est très important, effectivement, de voir cela. Merci beaucoup. Gardez le contact et partagez éventuellement certains documents sur ces questions-là. Bien sûr, merci beaucoup, avec plaisir. Merci pour votre aide. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à lever la main. Moi, je lève la main, si c'est possible. Merci beaucoup.
Babacar, c'était très très riche. Alors moi je vais parvenir, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai plein de questions. Juste peut-être une information sur cette mesure du coût de la vie. Il y a des travaux de Westland, Westland, et en particulier sur les mesures ou la mesure du coût de la vie à Dakar pendant la période de l'entre-deux-guerres mondiales. Et c'est tout à fait décapant parce qu'il montre que les statistiques disponibles sont complètement insuffisantes à partir du moment où, en particulier, on ne tient pas compte des évolutions et de l'augmentation très forte du prix du loyer. Donc, sur les statistiques dont on dispose pour évaluer le coût de la vie et puis bon, voilà, c'était juste une information pour les étudiants si ça les intéresse. J'avais une autre information aussi pour les rapports, pour la documentation disponible sur les colonies, éventuellement les rapports, je n'ai pas tout regardé, mais les rapports de l'inspection du travail, par exemple. La Bibliothèque du Congrès aux États-Unis a énormément de choses. Ils ont réuni et ils continuent à réunir une documentation très, très fournie sur tout ce qui concerne l'Afrique d'une façon générale, et y compris les documents. Alors, s'il y a des choses en ligne, il faut regarder. Il y a les archives aussi nationales des États-Unis. Hein. Vous pouvez accéder à un certain nombre de documents en ligne. Voilà, ça c'est juste pour information. Moi, je reviendrai. Alors, bon, j'ai plein de questions, mais il y en a une en particulier. Cette catégorie des évolués, est-ce qu'on la retrouve dans tous les territoires de l'AEF et de l'AOF? Tu évoquais, enfin, à juste titre, à mon avis, en réponse à Annick, l'importance de voir les circulations entre les différents territoires qui étaient des colonies ou ex-colonies françaises. Ça me paraît très, très important. Est-ce que cette catégorie est une catégorie transversale, les évolués? Bon, comment est-elle définie? Est-ce qu'on la trouve dans des tableaux statistiques? Moi, je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas tout regardé. Est-ce qu'il y a tu nous as parlé de la grève des cheminots qui justement remettait en cause cette classification et d'autres classifications, surtout les différences européens et non européens. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette catégorie-là? Et est-ce que cette catégorie disparaît au moment de l'indépendance ou pas? Est-ce qu'il y a des traces? Est-ce qu'elle a des héritiers après les indépendances? Et voilà. Oui, les évolués, on dirait aujourd'hui, c'est les élites. C'est les élites. Elle est transversale. Elle ne se retrouve pas seulement au Sénégal, même si au Sénégal, nous avons le nombre le plus important peut-être d'évolués comparativement aux autres pays. Mais ce sont ceux qui ont été à un certain niveau du système éducatif. Ce sont eux que l'on retrouve à l'école normale supérieure William-Ponty, hein, dans ces 3 sections, l'enseignement, la médecine et l'administration. Et le pendant de cela, au niveau des femmes, c'est l'école au niveau de l'école de médecine, c'est la section des sages-femmes. Hein, et dans le cas des femmes, c'est le travail de Pascal Barthélémy, renseigne sur les 2 catégories féminines les plus importantes des évolués. Ce sont les sages-femmes d'une part et d'autre part les institutrices, n'est-ce pas? C'est elles que l'on retrouvait dans le cas de la mobilité qu'on retrouvait dans les différents territoires, n'est-ce pas? N'oublions pas qu'il y a une gestion centralisée des ressources humaines au niveau de l'AOF et une circulation de ces élites, de ces cadres dans les différents territoires. Hein. On retrouvait les médecins béninois, dahoméens, on les retrouvait un peu partout dans les différents territoires, tout comme on retrouvait les médecins sénégalais dans différents territoires. Bon, on apprend par exemple que c'est un médecin sénégalais qui est le père de la première épouse du président Houphouët-Boigny. Hein. Cela s'explique par effectivement cette circulation de cette catégorie des évolués qui est constatée
qui rentraient dans ce que j'ai appelé un peu dans la politique d'assimilation. Ce sont eux qui devaient être les vecteurs de la politique d'assimilation. C'est sur cette catégorie que reposait l'administration, que ce soit dans l'éducation, que ce soit l'administration, que ce soit la santé. Ce sont eux qui également circulaient dans les différents territoires pour constituer la structure essentielle. Bien sûr, avec les indépendances, cette élite va avant même, une partie de cette élite va s'investir dans les fonctions politiques ou dans les fonctions syndicales, et ce sont eux que nous allons retrouver dans l'administration à des niveaux de responsabilité politique, syndicale, etc. Merci pour les sources signalées, et je pense que c'est très important que nous puissions prendre en compte ces différents éléments d'éclairage et pouvoir les partager avec les collègues et la communauté de pratique. Merci. Merci Babacar. Et moi, je me permets de... Excusez-moi, Étienne, je vous coupe la file d'attente. Juste pour rebondir sur la réponse de Babacar à Béatrice, est-ce que cette catégorie d'évolués qu'on retrouve du coup pendant la période coloniale sous la plume d'administrateurs, d'experts issus du groupe des colonisateurs, mais est-ce qu'on la retrouve aussi dans des tableaux statistiques? Est-ce que vous l'avez croisée quelque part? Voilà, moi, je ne l'ai jamais vu non plus, mais dans des tableaux, au moment où on se décide à compter ou à recenser des groupes sociaux issus des territoires colonisés, est-ce que cette catégorie, elle se retrouve mobilisée? Oui, elle se retrouve dans les rapports, dans les catégories du travail. On va les retrouver ce sont cette catégorie qui constitue l'amicale, par exemple, l'amicale des cadres cheminots dans les chemins de fer, parce que ce sont eux qui vont constituer les premiers cadres. Donc, on va les retrouver sous des appellations différentes, mais cette catégorie, elle va se retrouver dans la catégorie des évolués. Dans les tableaux des statistiques, on les retrouve. On les retrouve. D'accord, merci. Je vous enverrai. Justement, je voulais apporter un petit témoignage sur, disons, un usage persistant de la catégorie évoluée. D'abord, Étienne Arnould, je suis doctorant à Paris 8. Enfin, il y a la fin du XXe siècle, à Abidjan, à la MACA, donc la maison d'arrêt d'Abidjan, il y avait encore un quartier des évolués. J'ai découvert ça avec surprise parce qu'un ami y a fait un séjour malencontreux. Et donc, ça reste encore une catégorie d'usage. Je ne sais pas si elle existe légalement, mais en tout cas, chacun sait que, effectivement, mieux vaut être, lorsqu'on est à la MACA, dans le quartier des évolués que dans les autres quartiers. Voilà. Et d'autre part, sur la circulation des évolués, c'est-à-dire en fait des qualifiés. On a tendance à penser qu'à partir des indépendances, la territorialisation va fixer les populations. Or, il y a de belles exceptions. En Centrafrique, le Centrafrique la République centrafricaine indépendante a continué à recruter des Dahoméens et des Togolais pour son université au moment de la création de l'université, à la fin des années 60, mais aussi pour son économie, entre autres. Singulièrement, tous les comptables sont d'origine soit dahoméenne, soit togolaise. Voilà, 2 témoignages. Merci. Et cette circulation va prendre aussi d'autres formes, soit organisées ou non organisées. Si vous regardez dans le cas de la Côte d'Ivoire, beaucoup, jusque dans les années 80, une bonne partie du corps enseignant étaient des Sénégalais. Parce qu'il y avait une différence de salaire entre les salaires, entre ce qu'on gagnait au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et beaucoup de cadres sénégalais sont partis enseigner en Côte d'Ivoire. Et quand la situation a commencé à se détériorer, avant cela, certains ont continué vers le Gabon. Certains ont continué vers le Gabon. Et ça, c'est les formes qui n'étaient pas
organisée au niveau des États. Mais il y a d'autres formes d'organisation. Par exemple, le Sénégal a envoyé beaucoup d'enseignants au Tchad, hein, dans le cadre de la coopération entre les deux pays, ou alors à Djibouti ou aux Comores. Hein. Donc, la circulation qu'on les appelle évoluer ou cadre, hein, et à partir des indépendances, ça prend plutôt le terme de cadre, l'assistant ou même l'assistant technique, tout comme il y a des assistants techniques français qui circulent dans les pays jusque dans les années 80. Il y a également une assistance technique, hein, entre certains pays, particulièrement les pays qui avaient plus de cadres, que ce soit dans la santé pour le Dahomey, le Bénin, ou le Sénégal. C'est ça qui explique, par exemple, que même les Dahoméens, en faculté de médecine, par exemple, au niveau de Dakar, les premiers, l'ossature des cadres de la faculté de médecine de Dakar était constituée par les Dahoméens, n'est-ce pas? Et c'est après que progressivement ça s'est diversifié, mais jusqu'à présent, nous avons encore des restes de cette situation avec le rôle des cadres. Et on le sait même aujourd'hui en France, on le sait que le nombre de médecins béninois aujourd'hui, pour ne pas dire dahoméens, qui sont en France, est largement plus important que ce qu'on peut trouver au Bénin ou en Afrique. Parce que le Bénin aussi, c'était considéré un peu comme la Sorbonne de l'Afrique française, du fait du taux de scolarisation très, très, très élevé dans ce pays, comparativement aux autres, à un autre territoire comme la Mauritanie ou le Niger, par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous en avez, soit à les poser sur le chat, soit à demander la parole. Vous êtes les bienvenus. Qu'on profite encore un peu de la présence de Babacar Fall qui intervient aujourd'hui. N'hésitez pas, en tout cas. Je vois que Béatrice en a, mais mais oui, ce serait bien qu'il y ait d'autres questions. S'il n'y en a pas, Bon, bien sûr. Mais, bon, un peu brièvement, hein, mais est-ce que vous pourrez nous parler des syndicats, le rôle, ce que tu as évoqué, le rôle très important des syndicats dans le passage des indépendants, dans le passage aux indépendances, vers les indépendances. Comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que ces syndicats avaient des liens? Les syndicats, par exemple, du Sénégal avec ceux du Cameroun, bon, voilà. Et est-ce que les indépendances ont ensuite favorisé le développement des syndicats, ou est-ce qu'il y a eu des tensions? Est-ce qu'il y a eu des changements, quoi, dans l'organisation des syndicats au moment des indépendances? Voilà. Quelle a été leur fonction? Oui, je pense qu'il y a il y a une mutation qui va forcément intervenir après les indépendances. Mais d'abord, il faut dire que les syndicats ont constitué la première force, une force organisée, hein, susceptible de contester l'ordre colonial et dans ses principes. Et l'argumentaire développé, par exemple, en 47-48 par les cheminots pour mettre en difficulté, disons aujourd'hui, l'argumentaire de l'administration, c'est de dire que, bon, on ne peut pas légitimement défendre le principe de la discrimination tant qu'il y avait, d'une part, les sujets et les citoyens, une discrimination fondée sur local. Par exemple, les sujets n'avaient pas le droit d'être syndiqués, et cela va intervenir jusqu'au Front populaire. Hein.
En plus, ensuite, les syndiqués, pour être syndiqué, il fallait attester même le droit à l'organisation syndicale du Front populaire, adopté à la suite du Front populaire, indiquer un niveau de diplomation qui est le certificat d'études primaires élémentaires. Alors que l'on savait que la grande majorité des travailleurs, qui étaient pour l'essentiel des journaliers ou de la masse des manœuvres, ne pouvaient pas justifier de ce type de diplôme, n'est-ce pas? Donc, c'est là un élément de discrimination très important. Les syndicats vont se mobiliser pour montrer la contradiction qu'il y a entre les principes de la politique française et l'application sur le territoire. Avec l'Union française, l'octroi, la citoyenneté est étendue à l'ensemble des ressortissants du territoire d'outre-mer. Donc, on ne pouvait pas justifier des discriminations qui soient fondées sur la race autrement que les conditions d'expatriation. Les travailleurs, par exemple, les cadres blancs qui travaillaient au chemin de fer, pouvaient effectivement bénéficier d'indemnités d'expatriation. Mais en dehors de ces indemnités d'expatriation, vous ne pouviez pas trouver vous ne pouvez pas justifier des avantages autres que des avantages qui ne soient fondés sur l'égalité de traitement pour les mêmes postes occupés par les administrateurs, par les Africains ou les Européens. Donc, les syndicats vont jouer largement dans le mouvement politique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'environnement a été favorisé par les réformes, la Seconde Guerre mondiale, une mobilisation beaucoup plus large des Africains dans la vie politique. Et du coup, les syndicats vont jouer sur les deux tableaux, le tableau politique, mais également sur le tableau syndical. Sur le tableau syndical, c'est la grande série de grèves qui va aboutir en 1952 à l'adoption de la loi sur le code du travail. Ce sont également les conquêtes avec la grève de 47-48 qui vont faire en sorte qu'à partir de 1952, en réalité, si on regarde les réformes qui vont intervenir en 58 avec la réforme du code, la réforme de la balkanisation, les réformes politiques en réalité ont été préparées par le fait que la France, la métropole s'est rendue compte qu'elle a été, disons, surprise par l'évolution sociale dans différents territoires. Et la commission qui prendra le relais et qui est connue, dont les conclusions sont connues comme étant la loi Gaston Defferre, en réalité traduisent ces réformes. Je l'aborde dans mon livre sur le travail au XXe siècle. Je crois que c'est très important de constater comment la déconfiguration politique du territoire a été mue par le fait que la prise de conscience qu'il y a des changements majeurs et la France n'avait plus le monopole, le contrôle de ces changements dans la période entre 1946 et 1956. Et c'est en ça la France va se rendre compte que elle ne pouvait pas supporter le poids de la réforme de 1946 avec l'Union française. Et une des conséquences importantes, c'était effectivement de créer les conditions de balkanisation pour pouvoir gérer les territoires unité par unité au lieu d'avoir en face d'elle une fédération avec toutes les implications en termes budgétaires, mais également en termes de droits auxquels pouvaient prétendre les ressortissants des territoires d'outre-mer.
c'est dire que les syndicats vont jouer un rôle très, très, très important et les syndicats vont, à partir de 1958, avec la loi cadre, vont s'engager dans les appareils politiques. La plupart des ministères du travail ont été confiés à des syndicalistes. Et ça sera le début d'un drame, dans la mesure où progressivement, les nouveaux les leaders syndicalistes dans la position politique vont être en tension avec la grande masse des travailleurs. Et cela va donner naissance, va engendrer des situations dramatiques avec, si vous prenez le cas du Sénégal, le principal leader syndicaliste qui a dirigé les chemins de fer, la grève des chemins de fer 47-48, Ibrahima Sarr, se retrouve ministre de la fonction publique. Au moment où il faut réformer la fonction publique, les travailleurs refusent la remise en cause des acquis antérieurs. La grève générale qui s'ensuit aboutit à un licenciement de près de 3000 travailleurs par le président du Conseil, Mamadou Dia. Ibrahima Sarr, en tant que ministre de la fonction publique, est obligé de cautionner pour la question de la solidarité gouvernementale. Donc, il y a un début d'intégration de l'élite syndicale dans l'appareil politique. Et cette situation qui va changer, qui va s'agrandir, qui va se consolider avec la mise en place des États et selon le principe de la construction de l'État-nation, beaucoup de syndicalistes on oublie même que, par exemple, Sékou Touré était un syndicaliste et qu'il est entré dans la politique par le syndicat. Et c'est cette intégration dans l'appareil politique qui va avoir comme conséquence, effectivement, l'absorption de la plupart des syndicalistes dans l'appareil politique. Et qui va donner naissance à l'idéologie de la participation responsable dans certains pays, où l'autonomie, à telle enseigne que l'indépendance des syndicats, les syndicats vont perdre progressivement, au moins une partie des syndicats vont perdre leur autonomie, leur indépendance. Hein. Quand certains syndicalistes, comme certains syndicats comme au Sénégal, qui vont jouer un rôle très important dans la période entre 61 et 68, vont jouer un rôle très important dans l'événement de mai 68. Au lendemain de mai 68, le nouveau syndicat qui est mis en place est constitué par la confédération qui est mise en place, est constitué par la récupération de la plupart des leaders des mouvements syndicaux. Ceux qui sont restés en marge vont subir la répression et c'est dans ce cadre que la plupart des syndicats vont rester soit autonomes, vont vivre dans la clandestinité. Or, vous savez très bien que les conditions de clandestinité sont relativement incompatibles avec l'organisation syndicale. Et cela va connaître des changements avec les transformations lorsqu'on va arriver avec les réformes qui interviennent dans le cas du Sénégal un peu plus précocement avec la loi reconnaissant les droits, l'organisation à l'organisation syndicale et les syndicats vont constituer le terrain sur lequel les formations politiques qui étaient en la clandestinité vont s'investir pour aboutir aux années 80 à aujourd'hui au pluralisme politique et syndical que nous avons et qui est le fruit d'une marche très longue entre amorcée depuis les indépendances où les acteurs de la localisation étaient en conflit, en confrontation. Dans mon livre, vous verrez, j'ai consacré un chapitre sur l'affrontement entre les localisations, autrement dit, entre les acteurs syndicaux. J'ai publié aussi cet article dans le volume publié par Audu Goer
consacrés aux indépendances, c'est pour vous montrer simplement que les acteurs de la décolonisation vont entrer en conflit du fait des impératifs de gestion de l'État postcolonial. Et cet État postcolonial va absorber intégrer une partie de l'élite syndicale. L'autre partie qui refuse l'intégration va subir les différentes formes de répression. Et il faudra attendre les années 80 pour voir progressivement l'action et la reconnaissance de certaines organisations syndicales, et cela dans la mouvance aussi de ce qu'on a appelé un peu les ouvertures démocratiques dans la plupart des pays africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, en tout cas. En tout cas, vous ne censurez pas. Sinon, peut-être on va rendre doucement l'antenne si jamais. Bon, ça va être enregistré, de toute façon, si vous voulez, avec le PowerPoint. Juste pour le tableau 15, là, qui me paraissait très intéressant, c'est pour ça que je vais le remettre. Oui, on a des données. Tu vas m'envoyer ça pour quelques corrections et puis je vous renverrai ça. D'accord. Ah oui, bah sinon, d'accord, mais sinon, il sera dans l'enregistrement aussi. Mais je vais le mettre à côté parce que je l'ai. Donc, effectivement, dans Chiffre Empire, il apparaîtra à côté, ce sera bien. Et on a des données annuelles, c'est ça, 1951, dans ce tableau-là. En tout cas, c'est un grand plaisir Bon. que j'ai eu d'échanger avec vous sur ces différentes questions. Nous avons l'ambition de pouvoir constituer un réseau d'échange et ce réseau d'échange va pouvoir fonctionner. Nous allons partager les ressources. Nous avons également, il y a les emails qui sont disponibles au niveau du site et je pense que ces emails, n'hésitez pas à utiliser ces emails pour envoyer des messages et pour le partage des ressources. En tout cas, ce sera un plaisir que j'aurai de pouvoir partager avec eux, de continuer la conversation avec les uns et les autres. Alors, il y a une question là dans le chat. Moi, je n'avais pas accès comme j'étais en partage d'écran. Mais il y a une question de Laure Piguet. Alors, c'était quoi? Alors, la première question, sur la détermination d'un salaire minimum, est-ce qu'elle se base sur le coût de la vie pour un salarié seul ou pour un groupe familial? Bon, si c'est pour le salarié seul, est-ce qu'il est différent entre hommes et femmes? Et seconde question, c'est le calcul du minimum vital. Est-ce que les besoins alimentaires sont calculés selon des critères racistes qui distinguent les besoins d'un travailleur africain et d'un travailleur européen? Voilà, l'idée qu'un travailleur africain a des besoins alimentaires moindres. Voilà. Oui, c'est effectivement cela. D'une part, on considère que les besoins de travailleurs africains et indigènes ne sont pas les mêmes, donc ne répondent pas des mêmes critères de détermination, premièrement. Deuxièmement, le calcul du salaire minimum, pour l'essentiel, la plupart quand ce salaire est déterminé, pour l'essentiel, le salarié, c'était un homme, ce n'est pas encore une femme, c'est après la Seconde Guerre mondiale, progressivement à les industries alimentaires, que nous allons avoir l'arrivée des femmes au niveau du marché du travail. Et ces besoins prennent en compte le strict minimum, n'est-ce pas? Le strict minimum, c'est l'alimentation, c'est le logement, c'est l'habillement. Et comme je l'ai noté, dans le cadre de l'AOF, il y a une part, une minime consacrée à la distraction, le tabac ou la cola ou le cinéma. Merci beaucoup. Voilà. En fait, la question n'était adressée qu'à moi, donc c'est pas... Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Non, franchement, Babacar, on a beaucoup de chance de vous avoir eu avec nous ce matin et
Et merci. Donc, comme le signale Hugo Vermeuren dans le chat, voilà, il donne le lien pour vous indiquer où se retrouvera l'enregistrement de la vidéo à Trécou. Et puis, nous, pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, on peut se retrouver. Donc, il n'y a pas de séance avant le 6 février, qui sera cette fameuse séance en hybride à destination des étudiants du MEF, qui aura lieu au Musée de l'immigration, au Musée national de l'immigration à Paris. Donc, on vous renverra le rappel quelques temps avant. Voilà, merci. Oui, Merci beaucoup. il y a une Merci. école d'été 2 jours là, qui va être organisée à Dakar, à l'IEA, de Saint-Louis, pas à Dakar, mais à Saint-Louis du Saint-Louis. Sénégal, le 1er et 2 décembre, et ce sera en ligne également. Donc, j'enverrai aussi, je me permettrai d'envoyer à tous ceux qui peuvent être intéressés à la fois le programme et puis le lien. Voilà. À bientôt. Bonne Merci, journée au à revoir. toutes et tous. Merci beaucoup, Babacar. Il faut Merci, surtout bonne moi fête. que je... Au revoir. Au revoir.